Bienvenue sur la page Biologique Basique Corporation. La présentation d'aujourd'hui porte sur les probabilités génétiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines présentations. De prime abord, il est important de savoir que la transmission génétique inclut une grande part de hasard. Ceci est dû d'une part à la répartition au hasard des gènes au sein des gamètes et d'autre part à la combinaison aléatoire des gamètes formant le zygote. Si on prend l'exemple d'un croisement effectué entre un individu hétérozygote grand A petit a avec un individu homozygote récessif petit a, théoriquement, il est prévu qu'on obtienne un demi d'individu grand A et un demi d'individu petit a. Mais ce résultat n'est que théorique, car dans la réalité, si la taille de la population est très faible, il est fort probable que le résultat observé ne soit pas celui attendu. Si on prend le cas d'une population de carques descendants, on a 5 types de familles possibles, allant d'une famille dans laquelle 4 enfants sont grand A et aucun n'est petit a, aux familles dans lesquelles aucun enfant n'est grand A et les 4 sont petit a. Si on tient en compte l'ordre de naissance dans les familles, on a en fait 16 types de permutations possibles, chacune ayant la même probabilité de se réaliser. Le génotype, par exemple, du deuxième n'est ni influencé par le génotype du premier, ni par le génotype des deux derniers, puisque tous ces enfants résultent d'une fécondation indépendante. On dit que les enfants d'une même famille constituent des événements indépendants. On peut ainsi calculer la probabilité d'avoir 4 enfants grand A et aucun enfant petit a. Pour cette combinaison, une seule permutation est possible. Le premier enfant doit être grand A, le deuxième doit être grand A, le troisième doit être grand A et le quatrième également doit être grand A. Et nous savons que la probabilité d'avoir un enfant grand A est de 1,5. Ainsi, la probabilité générale d'avoir 4 enfants grand A et aucun enfant petit a est de 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 pour un résultat de 1/16. Pour la combinaison 3 enfants grand A et un enfant petit a, on a 4 permutations possibles. Les 3 premiers peuvent être grand A et le dernier est petit a. Les 2 premiers peuvent être grand A, le troisième petit a et le quatrième grand A. Le premier peut être grand A, le deuxième petit a, le troisième et le quatrième grand A. Et enfin, le premier peut être petit a et les 3 derniers sont grand A. Pour chacune de ces permutations, on a une probabilité de 1/16. Ainsi, la probabilité d'avoir 3 enfants grand A et un enfant petit a est de 1/16 plus 1/16 plus 1/16 plus 1/16 pour un résultat de 4/16. Le tableau ci-contre présente les différentes permutations ainsi que les probabilités qu'on peut avoir dans chaque combinaison de famille. D'après la loi binomiale, quand un phénomène est constitué de 2 types différents d'événements indépendants et mutuellement exclusifs, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se produire au même moment, il est décrit par la distribution binomiale dont la formule générale est P plus Q puissance n. Dans notre cas, P est égal à l'événement phénotype grand A, c'est-à-dire 1,5. Q est égal à l'événement phénotype petit a, c'est-à-dire 1,5. Et n représente l'effectif des descendants, c'est-à-dire 4 pour notre cas. Ainsi, on a le développement de la formule comme vous pouvez le voir. Et pour notre cas, P plus Q puissance 4 est égal à combinaison de 4 dans 4, P puissance 4 Q puissance 0, plus combinaison de 3 dans 4, P puissance 3 Q puissance 1, plus combinaison de 2 dans 4, P puissance 2 Q puissance 2, plus combinaison de 1 dans 4, P puissance 1 Q puissance 3, plus combinaison de 0 dans 4,
P puissance 0, Q puissance 4, le tout qui est égal à 1. D'après cette formule, la probabilité d'avoir 4 enfants grand A et aucun enfant petit a est égale à P puissance 4. La probabilité d'avoir 3 enfants grand A et un enfant petit a est égale à la combinaison de croix dans 4 P puissance 3 Q puissance 1 et ainsi de suite pour les autres combinaisons de famille. Les généticiens ont souvent besoin de vérifier si un résultat observé est en accord avec les prédictions théoriques. Prenons le cas d'un croisement entre une plante aux fleurs pourpres et une plante aux fleurs blanches, au cours duquel on observe 14 plantes aux fleurs pourpres et 15 plantes aux fleurs blanches. Dans ce cas, on peut accepter ces proportions comme étant le ratio 1 sur 1. Et si on observait plutôt 15 plantes aux fleurs pourpres et 5 plantes aux fleurs blanches, accepterions-nous que ces proportions correspondent au ratio 1 sur 1? La question est en fait de savoir quelle est la limite à partir de laquelle le résultat observé est significativement différent du résultat théorique. Pour répondre à cette question, il a été mis sur pied un test appelé test de conformité d'un caractère quantitatif ou test de Ki-Carré. En effet, il s'agit d'une méthode permettant d'observer si les résultats observés s'éloignent trop ou non des résultats attendus pour qu'on puisse accepter ou rejeter l'hypothèse de base. Il est calculé à partir du nombre d'individus observés de chaque classe comparé au nombre d'individus attendus dans cette même classe sur la base de l'hypothèse génétique de départ. Sa formule est égale à la somme du nombre observé moins nombre attendu, encore appelé nombre théorique au carré, sur le nombre théorique. Supposons un croisement entre deux individus de la F1 au cours duquel on observe 99 individus sauvages et 45 individus mutants. L'hypothèse génétique pourrait être que le cret est monogénique et déterminé par une paire d'allèles. Dans ce cas, on attend les rapports croix 1 pour les phénotypes dominants récessifs en F2. La question est donc de savoir si le ratio 99-45 observé est conforme au ratio théorique croix 1. Pour ce faire, il faut calculer le Ki-Carré. D'après ce tableau, le Ki-Carré calculé est égal à croix. Le DDL est égal à 1. Rappelons que DDL signifie degré de liberté et il est égal au nombre de classes de descendants moins 1. Dans notre cas, on a deux classes de descendants, à savoir les sauvages et les mutants, ce qui nous revient à faire 2 moins 1 qui est égal à 1. Le Ki-Carré lu au DDL1 et au seuil de significativité 0,05 est égal à 3,841. Il est important de savoir que lorsque le Ki-Carré calculé est inférieur au Ki-Carré lu au seuil de significativité 0,05, l'hypothèse de départ est vraie. Par contre, si le Ki-Carré calculé est supérieur au Ki-Carré lu au seuil de significativité 0,05, l'hypothèse de départ est fausse. Voici une table de Ki-Carré. Je vais vous montrer simplement comment est-ce qu'on la lit. La première colonne représente les degrés de liberté et la première ligne donne les valeurs des Ki-Carré dans un ordre croissant. Et la valeur du Ki-Carré lu correspond à la valeur qui se trouve au point d'intersection entre le degré de liberté et le seuil de significativité qui est égal à 0,05. Pour notre exemple de tout à l'heure, le degré de liberté est égal à 1. La valeur qui se trouve à l'intersection entre le degré de liberté et le seuil de significativité 0,05 est égal à 3,841. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.